À tous, bienvenue sur l'entrepreneur à la stalle, Thierry #Henry. Aujourd'hui, donc, on va parler donc de retail, donc l'évolution du retail face à la digitalisation. Donc, j'ai une entrepreneuse qui va donc nous parler donc de sa société, comment elle gère face à la crise et comment elle voit donc l'évolution donc du retail, donc des magasins et du shopping en général. Donc, je te dis tout après avoir remercié le sponsor. Learnbox, en tant qu'entrepreneur, il est important que ta société vende des produits et des services tous les jours. Que tu sois entrepreneur, infopreneur, n'importe quel business en ligne, tu pourras créer, vendre et automatiser ton savoir en ligne. Learnybox est le meilleur couteau suisse pour entrepreneurs. Cela va tout simplement faciliter la réussite de ton e-business. C'est un service à toute épreuve pour ta réussite. Grâce à Learnybox, tu vas développer ton activité avec l'esprit tranquille. Donc, si tu veux donc avoir donc 14 jours d'essai gratuit, je te conseille donc d'aller donc sur le lien suivant thierry-du6henry.fr/lbx, donc thierry-du6henry.fr/lbx. Tu pourras donc trouver tous les outils nécessaires pour vendre plus en automatique 24 heures sur 24 dès aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'ai une entrepreneuse qui va donc nous parler donc de son business, donc Namizata Masono, qui a créé donc mydandy.fr, donc my-du6dandy.fr. Donc on va aussi parler donc de son parcours entrepreneurial et donc de l'entrepreneuriat au féminin au début, puisque c'est assez important. Et donc aussi donc du retail, comment il évolue, comment elle gère actuellement son business et comment donc elle voit donc le business du retail dans le futur. Et donc elle est vraiment en plein dedans, travailler donc avec les commerçants. Donc n'hésite pas à commenter et à partager, mettre le petit pouce, le grand pouce, mettre des commentaires, nous dire ce que tu as aimé, ce que tu n'as pas aimé, sur SoundCloud bien sûr, Spotify et surtout iTunes. Je te dis donc à tout de suite avec donc Namizata. Salut Namizata, comment tu vas? Super, ça va très bien, merci. J'ai bien prononcé Namizata? C'est ça, Namisata. Bon, parfait. Ben, merci de prendre le temps donc, de nous parler d'entrepreneuriat au féminin, d'e-commerce, de retail, parce qu'en général, on parle beaucoup donc, de développement personnel, de business en ligne ici. On parle rarement du retail, donc je crois que tu seras même la première. Donc, tu vas nous parler du retail, alors que tout le monde va en digital. On parle que de ça à cause du coronavirus, malheureusement. Tout le monde va au digital. C'est pas naturel, on va dire. Les gens le font par forcer. Mais toi, tu l'as fait naturellement. Tu t'es dit, voilà, j'aime ce domaine-là de la logistique, du retail. Donc, tu vas nous parler un peu de ton business, aussi un peu de ton parcours entrepreneurial et de plein de choses pour pouvoir motiver les hommes, mais aussi les femmes, pour pouvoir donc, Volontiers. créer donc, leur business et se développer en tant qu'entrepreneur. Bien sûr, avec plaisir. Je te laisse te présenter. Alors, je suis Namisata, j'ai 34 ans, je suis maman d'un petit garçon. J'ai un parcours plutôt, je dirais, je dirais classique, moi, à l'origine. Enfin, j'ai commencé à travailler tout de suite après le bac, hein, dans le transport, tout de suite. Pour moi, ça a été une évidence très tôt. J'ai été très vite en contact de par mon univers familial. Donc, je suis rentrée tout de suite dans le transport. C'était plutôt du transport aérien. Par contre, j'ai continué mes études en cours du soir pendant 2 ou 3 ans jusqu'à valider un bac plus 2 avant de partir m'installer quelques années aux États-Unis et de revenir en France. J'ai repris bien entendu un emploi dans la logistique tout en continuant mes cours du soir et j'ai ainsi pu valider un master. En parallèle, j'ai fait plein de formations sur comment devenir un entrepreneur parce que c'est selon moi mon besoin, mon appel. C'est très l'entrepreneuriat correspond à mon mindset, à ma façon de faire, à ma façon de voir le monde. Moi, le monde, je le vois comme des briques à chaque fois où il faut les déplacer, il faut les ajuster, il faut aller chercher encore des nouveaux outils. Donc, pour moi, ça semblait naturel. Et j'ai décidé de me lancer depuis maintenant un peu plus de 2 ans et demi. Donc, si je comprends bien, dès le départ, même quand tu as quitté l'école, Oui. tu avais déjà dans ta tête le Bah, fait dès d'être le départ, quand entrepreneur. j'ai quitté l'école, oui, j'ai travaillé pour des gens, mais à côté, tout de suite, je développais déjà des petites choses. Bon, c'était à mon petit niveau, hein. J'achetais des marchandises que je revendais. Je construisais Tu faisais ce qu'on appelle du side hustle, exactement. des J'étais business de déjà côté, ouais. là-dedans. D'accord, ok. Et pour moi, en fait, le fait de gagner, de construire, d'être autonome, je crois que ça a toujours été quelque chose de principal. Moi, j'appelle ça mon sentiment absolu de liberté. Et donc, ça passe forcément par l'entrepreneuriat, ça passe forcément par une quête de soi. Et la mienne, je la vis en créant, en construisant, voilà.
Et pourquoi donc tu l'as pas fait? Donc deux questions en fin de compte. Pourquoi tu l'as pas fait tout de suite? Parce que pourquoi après le bac, tu n'as pas créé tout de suite? Et pourquoi j'ai l'impression que tu as toujours voulu te former. Donc tu quittes l'école, donc après le bac, tu vas travailler, mais tu continues à te former. Donc tu vois, il y a un truc un peu bizarre, parce que tu veux en même temps travailler, mais en même temps tu continues à te former. Bah, parce que je suis convaincue que on ne naît pas entrepreneur. Enfin, c'est ma vision, hein, et la vie aujourd'hui, elle me le montre encore plus. On apprend à être. Et pour apprendre, c'est les autres, c'est la formation, c'est le concret, c'est être dans la matière, c'est être en entreprise et voir comment ça marche, comment est-ce qu'on manage des gens, comment est-ce qu'on développe un concept. Euh, il y a une base qui est innée en fait. C'est la volonté de faire, c'est son besoin de créer quelque chose. Mais pour consolider cela, c'est la formation. Et c'est vrai que moi, je suis une fan absolue. Encore aujourd'hui, je fais des formations. C'est mon mode d'apprentissage. Je, je pense qu'on apprend à l'école, on apprend dans le travail, on apprend avec les autres. Et donc, ça vient nourrir un peu, ou ça vient permettre de consolider son besoin premier qui est de créer. Et donc quand tu es rentré dans le transport, donc tu as parlé un peu, c'est parce que donc lié à un peu ce que faisait ta famille, si j'ai bien compris, enfin des gens qui étaient autour de Oui, toi. globalement, on est dans des activités de commerce, on est globalement dans des activités de transport. Puis globalement, c'est vrai que je suis issue d'une famille de personnes qui voyagent. Et donc, d'ici et de là, tout le monde développe un business en propre. Donc, pour moi, créer, c'était entreprendre, c'était naturel. Donc si je Disons comprends ça bien, comme tu ça. avais le transport, mais donc il y avait aussi des entrepreneurs dans la famille? Oui, mon frère est dirigeant d'entreprise, mes oncles, globalement, enfin, tous mes rôles modèles sont des hommes de ma famille, D'accord. qui sont eux-mêmes patrons d'entreprise depuis longtemps. Et où sont les femmes entrepreneurs chez toi? Les femmes entrepreneurs, elles sont moins visibles. Tu es la Les première ou femmes, elles sont moins visibles. tu es la C'est pas première, naturel. Mais tu es pour la te dire, première ou il y en avait d'autres sinon? ah, pardon, j'ai pas compris. Tu es la première ou il y en avait d'autres? Ah, je pense être la première. Ma grand-mère était commerçante. Mes tantes, ma mère, elles sont toutes salariées. Mais pour te poser le contexte, moi, j'ai quatre frères. Oui. Je suis seule fille. Et donc, t'imagines bien que les hommes chez moi ont beaucoup d'importance. Ah mais je t'ai pas demandé, par contre, t'es d'où en Afrique? Pardon? Tu es d'où? Quelle origine? Je suis de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Ah, ouais, c'est ça que les Côte d'Ivoire aiment bien le business, très commerçant. Ouais. D'accord. Donc, est-ce que donc peut-être les femmes là-bas faisaient du commerce, mais sur les marchés, enfin du commerce qui est entre part, il n'y a pas du Exactement. commerce. Ouais. Voilà, donc ouais, Ma d'accord, je grand-mère était vois. commerçante sur les marchés. Elle a toujours été, elle a toujours développé, elle a toujours été comme ça en faisant des voyages très tôt. Et c'est vrai qu'elle a beaucoup d'importance dans ma vie. À côté de ça, ma mère et ses sœurs, c'est vrai qu'elles ont toutes des emplois d'enseignantes. Ou bien elles travaillent dans des banques. Elles ont un circuit qui est plutôt plus classique que les hommes en fait. Et qu'est-ce qu'elles t'ont dit quand t'as dit que tu voulais entreprendre? Et qu'est-ce que les femmes t'ont dit, mais est-ce que les hommes t'ont dit aussi les deux en fin de compte? Alors, si on se positionne du fait de mes origines, hein, si on se positionne dans la mentalité africaine, c'est vrai que pour ma maman, euh, c'était pas naturel au départ. Elle a fini par s'y faire parce que quand je te dis que j'ai arrêté mes études en terminale pour commencer à travailler, parce que pour moi, c'était pas possible autrement. euh, Nous, on a tous fait des études, on a tous des bacs +5, voire plus. C'était vraiment pas normal. Mais j'ai pas laissé le choix, en fait. C'était comme ça et pas autrement. J'avais envie d'être dans le marché du travail, j'avais envie de faire du transport, j'avais envie d'être dans l'aérien. Et donc, finalement, ça s'est fait. Et donc, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, finalement, ma mère, aujourd'hui, elle dirait, bon, bah écoute, vas-y. En tout cas, Finalement, d'un coup, j'ai l'impression que tu laisses pas trop de choix aux gens. non, je pense que je suis une passionnée, je suis déterminée, je suis engagée. Moi, je crois qu'il n'y a pas d'erreur. J'ai envie de faire quelque chose, j'y vais. Et puis j'assume que ça marche ou que ça marche pas. Pour les hommes, pour mon oncle, qui est un rôle modèle éminemment important dans ma vie, c'est totalement normal parce qu'il m'a vu grandir et parce que pour lui, il sait à quel point quand j'ai envie de faire un truc, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais, je suis obstinée. Et puis voilà. D'accord. Ah ouais, donc au moins, tu as un entourage qui est quand même plutôt entrepreneur, donc c'est pas mal. Ça aide un peu. Il n'y a pas eu trop de gens qui t'ont dit non, n'y va pas, c'est pas bien, t'es folle, t'as un problème.
Non, 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 c'est vrai que j'ai la chance, c'est vrai, d'avoir un environnement familial qui facilite ça. Pour te faire très simple, Mydandy, mon entreprise, mon développeur, je travaille avec mon frère, qui est mon associé, euh, qui est ingénieur en développement web. Et c'est lui qui, derrière, construit avec moi, co-construit l'entreprise qu'on est en train de mon entreprise en fait. Donc non, j'ai la chance d'avoir un environnement familial qui a un vrai soutien. J'ai la chance d'avoir en interne des ressources qui me permettent de me déployer sans trop me griller les ailes. Bon, c'est vrai qu'entreprise que tu n'as pas citée, hein, c'est vrai que tu t'es présenté, mais on n'a pas parlé de... Donc, on va en parler après. Ouais. J'avais une autre question. Donc, est-ce que maintenant, toi, tu te sens en tant que rôle modèle par rapport aux femmes dans ta famille et les femmes en général? C'est très prétentieux l'idée d'être un rôle modèle. C'est quoi un rôle modèle? Je pense qu'on l'est toutes hein, d'une certaine façon. Euh, Enfin, je précise, en tant qu'entrepreneur, est-ce que quand une jeune va venir te voir qui a 15 ans, 20 ans, elle va dire, je vais entreprendre, je vais être comme toi, qu'est-ce que tu vas lui dire? Est-ce que tu veux dire, voilà, bah, fais comme ci, fais comme ça, voilà, enfin, en espérant que la structure actuelle, tu cartonnes, entre parenthèses. Est-ce que donc alors, tu en peux lui dire, fait, oui, quand on parlait d'enseignement, c'est vrai que le fait d'aimer acquérir des compétences, ça fait que de façon naturelle, on prend plaisir à les transmettre. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vois. Et moi, je prends beaucoup de plaisir à donner, à communiquer. Euh, donc, oui, comment on appelle ça? J'ai une aspiration, non, euh, j'ai une volonté de de motiver, transmettre. ouais. Mm. Exactement. Et de façon très concrète, moi, je crois qu'il n'y a pas de schéma type homme-femme dans l'entrepreneuriat. Il y a des passions, il y a des désirs, et puis finalement, il n'y a pas d'échec. Au mieux, il y a une leçon. Au mieux, dans 10 ans, si tu t'es cassé la gueule, tu te diras, bah, écoute, je me suis cassé la gueule, mais qu'est-ce que j'ai kiffé, quoi. Ouais, mais je te confirme, mais pour aller quand même dans ton sens, parce qu'on en a parlé en off, mais Mm. n'oublie pas que malheureusement, il y a certaines femmes qui ont ce complexe de dire qu'elles peuvent pas le faire. Et malheureusement, il n'y a pas assez de rôle modèle. Et donc, quand on voit l'entrepreneur dans des magazines ou ailleurs, c'est des hommes. Donc, en général, les rôles modèles sont toujours les mêmes. Mm. Ça a un peu changé, heureusement, grâce à certains. Il y a des dernièrement, mais en général, c'est un homme blanc assez âgé et qui fait du business. Une femme noire, on n'en voit pas tant que ça. Voilà, si on parle de femmes noires en France, on va parler à Taubira, c'est une politique, c'est pas Mm. entrepreneuse. C'est des sportifs, mais on va pas penser à un entrepreneur, tu C'est vois. vrai. Donc c'est C'est pour vrai ça. qu'il y en a un souci de représentativité des femmes, et moi je le vois en général quand je fais des réunions, quand je suis invitée, on est rarement nombreuses en tant que femmes noires, mais, mais je crois qu'effectivement, plus on va arriver à créer, plus on va arriver à surmonter les barrières, plus effectivement on va permettre à nos sœurs, à nos enfants de s'identifier et de plus être dans cette pensée, effectivement, que le modèle, c'est le quadrat ou le quinquart blanc, peut-être un peu chauve. Euh, faut changer cet état d'esprit. Et c'est vrai que moi, je suis toujours un peu choquée ou un peu déstabilisée parce que j'ai fait l'expérience des États-Unis de voir que très souvent pour les femmes noires, hein, je fais la petite parenthèse, quand elles pensent entrepreneuriat féminin, noir du moins, elles ne voient cela possible que de l'autre côté. C'est vrai que c'est difficile ici, mais c'est pas impossible parce que moi j'ai la chance d'être entourée par des femmes qui sont noires. Je vois Fatou qui monte une start-up de transport justement entre l'Europe et l'Afrique. Je vois Léonie Mbossa qui fait, comment on appelle ça, des paniers repas avec gastronomique africain. Il y en a. Mm. La question, au fond, c'est la question de notre représentativité. Et peut-être que nous-mêmes, on gagnerait à communiquer en allant dans des écoles, peut-être en étant peut-être plus sur les écrans, en étant peut-être plus ouvert à tout ça, pour montrer qu'on existe et que la France, effectivement, ne se limite pas, l'entrepreneuriat français ne se limite pas aux mecs d'HEC, blonds, bleus, aux yeux bleus, ou bien aucun cas. Voilà, il y a un peu tout. Il faut qu'on soit plus visible, peut-être.
sur un podcast, ça va être difficile, mais bon, c'est pas grave. Au moins, on a parlé, Mais on va nous entendre, c'est déjà ça. voilà, on l'a un peu dit. Donc, ben, maintenant qu'on a planté un peu le décor, on a parlé un peu de ton parcours et de l'entrepreneuriat féminin, même si on va continuer à le faire. Parlons un Ouais. peu de ta structure, parce que tu fais quelque chose qui est un peu disruptif, parce que tout le monde va vers le digital, et toi, ben, tu fais quelque chose qui est dans la logistique, mais qui est quand même plus terrain. Comment tu as développé ça? Pourquoi tu l'as fait, même si tu l'as dit un peu, parce que c'est un secteur que tu voulais. Et comment ça se passe actuellement? Parce qu'actuellement, avec le virus, c'est pas très facile. Donc, Alors parle-nous en de ça. fait, moi j'ai créé MyDondy. MyDondy, c'est une solution logistique de livraison, retour, échange et CH à domicile en magasin. L'idée, en fait, au départ, c'est parti d'un constat personnel. Avant, j'habitais Paris et quand je suis venue finalement en banlieue par la suite, je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus rien qui était accessible pour moi. Enfin, tout était beaucoup plus compliqué. En plus, dans l'entrepreneuriat, j'ai des journées de dingue, enfin relativement. Je suis maman d'un garçon. Je me rends compte que finalement, au quotidien, euh, le simple fait de prendre plaisir à aller acheter un article, l'idée même que je puisse faire un retour et que ça me prenne du temps, ça bloque tout en fait. Et j'ai constaté que pour moi, pour acheter dans un magasin, il fallait que trois conditions soient réunies. Il fallait que ce soit pas lourd, il fallait que ce soit pas volumineux, il fallait que ce soit à côté de chez moi. Je me suis dit, mais c'est con quand même. Le e-commerce représente 10% de l'activité globale du commerce. Et en même temps, euh, on ne parle que de ça. On ne voit que tous les efforts en fait, tendent vers ce e-commerce-là. Par contre, en améliorant les outils en magasin, en améliorant l'offre servicielle en magasin, on se donne une chance, c'est de renforcer la convivialité, c'est de renforcer le vivre ensemble, c'est de renforcer le plaisir de faire du shopping. Et ça passe par les services. Donc, toi, là, tu rends un grand service à ceux qui ont peur de se faire bouffer par Amazon, Cdiscount et tous les autres. Et en plus, donc, juste pour préciser, donc, tu me dis qu'actuellement, le e-commerce, c'est que 10% du commerce? Bien sûr, le Je commerce pensais que c'était un représente peu plus. 10% de D'accord. l'activité du commerce. Donc 90% de l'activité est réalisée en magasin, mais, mais c'est de plus en plus complexe, c'est de moins en moins simple, parce que justement, en face, on se rend compte du pendant qui est l'e-commerce, et qui fait que, alors je l'avoue, hein, je suis très mauvaise élève. Moi, j'ai toutes les cartes de fidélité qui me permettent de me faire livrer gratos. J'ai le Prime d'Amazon, je suis abonnée chez Showroom Privé, je suis abonnée chez Vente Privée, enfin j'ai tout, mais parce que c'est ma solution confort pour ne pas avoir à porter un paquet qui est trop lourd, pour ne pas avoir à faire ça. Et je suis convaincue que si on facilite l'expérience en magasin, on se donne des atouts, on se donne des clés pour pouvoir convertir mieux et pour pouvoir fidéliser. Mais l'un n'empêche pas l'autre, hein. C'est vrai que on peut L'un avoir une n'empêche partie pas l'autre. e-commerce, voilà. Mais est-ce que donc, parce que moi, en plus, le nom s'appelle MyDandy, donc je me suis dit, quand tu penses à ça, c'est plutôt quelque chose qui serait plutôt pour une clientèle haut de gamme. Ou toi, tu penses que c'est pour tout le monde? Alors, ça, c'est vraiment un sujet, je sais pas, c'est très relatif en fait. Quand tu vas, nous on fait de la livraison, le retour à 8 euros. Alors, je pose ça comme ça, mais de façon très concrète, quand tu vas acheter, tu vas voir un meuble qui te plaît ou tu vas acheter un truc qui te plaît à 50 euros. On avait fait une petite étude au départ quand on a créé l'entreprise. Beaucoup de gens ont un article qu'ils achètent et finalement ils le stockent à la maison en fait. Ils ne le portent pas. Regarde dans ton armoire, tu n'as pas de fringues que tu as jamais acheté, que tu as acheté, que tu n'as jamais mis finalement. Et parce Bah, moi, chez moi, je suis minimaliste, donc c'est quasiment impossible. Mais je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. mais en gros, finalement, tu achètes des trucs, bon, ça te saoule, tu les gardes. Alors, nous, on est à 8 euros. 8 euros, ça permet de retourner ton article. Tu es remboursé. Effectivement, tu payes le coût de transport, mais c'est pas que, parce que la plupart du temps, c'est le commerçant lui-même, c'est le retailer lui-même, dans une logique de proposer des services, une logique d'améliorer son offre qui va, lui, prendre en charge ces coûts-là. Et puis, si on se positionne à un niveau business, de la même façon que quand tu vas acheter sur Internet, pour 50 euros, tu te fais livrer gratuitement, parfois pour 100 euros. Si un commerçant a un panier moyen à 60 euros, qu'il a envie de monter son panier moyen, le fait de dire à un client, pour 80 euros, je vous offre la livraison, je vous offre le retour, ou commandez, prenez plus d'articles et allez essayer à la maison, c'est d'une certaine façon contribuer à augmenter son panier moyen,
augmenter la fidélisation, générer plus de fréquences de visite dans le magasin. Enfin, il y a quelque chose comme ça qu'il faut penser globalement. Et tu as raison, ce n'est pas du tout décoloré de l'activité e-commerce. Aujourd'hui, on ne peut plus séparer les deux choses. C'est un univers et l'idée, c'est d'aller dans le sens de l'omnicanal en proposant les services qui existent en e-commerce, en magasin, de sorte que le client, eh ben, il prenne plaisir à venir, à toujours venir en magasin parce qu'on y trouve de la convivialité, parce qu'on y trouve du service, parce qu'on y trouve tout ce que le e-commerce ne pourra jamais donner. Donc pour revenir sur les 8 euros, là, en fin de compte, c'est quelle que soit la distance ou c'est plutôt dans une zone locale? Parce que moi, maintenant, là, on va vraiment parler dans le sujet du business. Comment tu es rentable avec 8 euros? Donc il faut en faire des millions de livraisons. Alors, 8 euros, c'est dans une zone géographique définie, bien entendu. On est sur un D'accord, rayon de 5 km. d'accord. Donc, voilà, Donc, avec 8 donc, euros, donc, 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 indirectement, donc, tu aides aussi le commerce local. Tu crées une sorte de communauté. Enfin, 5 km, c'est pas local, mais bon, c'est proche, quoi. Les gens vont pas très loin et tu leur rends un service quand même de proximité. bien sûr, moi, revenons aux bases. Moi, mon objectif, effectivement, c'est le développement de l'activité locale, du commerce. C'est permettre à des commerçants de toute taille, de toute dimension, de pouvoir répondre à des problématiques des consommateurs. Et 5 kilomètres, c'est vachement, dans Paris, c'est pas mal, 5 kilomètres. Ouais, non, pareil, parce que c'est vrai que c'est assez dense, ouais. Après, on a peut-être un petit biais si on dépasse la zone. Mais l'idée, effectivement, c'est de pouvoir solutionner les problèmes. Regarde, tu vas acheter, je sais pas moi, un luminaire. Ça m'arrive très souvent. J'ai envie d'acheter une nouvelle en gros luminaire et à chaque fois, je me dis, purée, comment je transporte ça dans le métro, quoi. Et encore, je te parle d'avant Covid. Parce qu'avec le Covid, quand tu vas imaginer que demain, on va rentrer par 5 dans le magasin, parce qu'en fonction de la taille du magasin, on ne pourra pas tous rentrer pour pouvoir respecter les mesures de distanciation sociale. Quand tu vas imaginer qu'on va utiliser une cabine d'essayage, il faudra la désinfecter, il faudra pouvoir permettre qu'une autre personne passe. Quand tu vas imaginer l'attente qu'on va faire et à l'extérieur du magasin et à l'intérieur, parce qu'il faudra qu'on respecte ces mesures de distance pour passer et faire notre paiement, le monde qui est en train de venir après le Covid, ça va être un monde qui va être extrêmement complexe pour les retailers et qui peut être extrêmement anxiogène pour le consommateur. Donc Et, toi, en fin de compte, c'est ce que tu vois, parce que moi, j'ai du mal. Enfin, moi, je suis peut-être trop optimiste, ça c'est ma nature. Pour moi, ça va s'arrêter, et puis voilà, on va oublier, quoi. Malheureusement, enfin, des virus, il y en a eu plein, même si celui-là, il est quand même assez puissant. Mais tu penses qu'on va vraiment, enfin, ça serait bien qu'on garde quand même comment dirais-je, des codes sanitaires qui soient bien, parce que bah, ça, c'est peut-être ce que le virus est en train de nous dire, qu'on a fait plein de conneries, qu'il faut arrêter faut être propre, quoi. Faut être propre, faut ouais. arrêter de tousser chez les gens. Mais tu penses qu'on va vraiment être dans cet esprit-là où on va rester avec ces écarts de personnes, les masques et les gants? Non. Bah, s'il n'y a pas de vaccin ou si on n'a pas de traitement qui nous rassure et qui nous protège les uns les autres, c'est quelque chose qui est amené à durer. Je voyais les organisations mondiales de la santé l'Organisation mondiale de la santé qui disait encore hier qu'il fallait que les seniors restent jusqu'à la fin de l'année chez eux. Grosso modo, nous ne sortirons pas, toi et moi, en mai ou en juin, en se tapant la bise et en allant prendre des cafés. Ça va prendre du temps, le temps qu'on trouve un traitement. Et on ne peut pas mettre en pause le commerce, et heureusement d'ailleurs. Donc, Surtout quand malheureusement notre monde capitaliste dépend de ça. Donc mais si on règle pas de problème, on va. Enfin déjà que ça, aux États-Unis c'est grave. En France c'est un peu moins, mais bon ça va le devenir. Les emplois sont encore maintenus entre parenthèses, mais il n'y a pas encore de grosses boîtes qui sont tombées. Mais comme on dit, il suffit qu'une ou deux grosses boîtes tombent, c'est les grosses baleines, et après toutes les PME tombent à Mais la oui, place. de toute façon, on ne va pas arrêter de vivre, et heureusement d'ailleurs. Mais par contre, euh, le Covid nous amène à repenser notre modèle de vie. Moi, je le dis souvent quand on est en offre, je dis, ce qu'on voyait venir dans 10 ans, c'est un e-commerce qui grandit, qui grandit, qui grandit, et qui vient un peu contrebalancer, enfin, un peu changer nos manières de vie. On a ramené ça à tout de suite, à maintenant, à quand on sort demain. Est-ce que quand on sort demain, on se dit, bon, bah, écoute, moi, je flippe un peu parce que j'ai vu quand même qu'il y a des jeunes qui peuvent y passer, donc je ne vais pas en magasin, je ne vais pas en café. Ou bien je vais dans un café, il y a 1 mètre entre nous, attention, on ne touche pas. Euh, mais ce n'est pas un modèle de vie qui va être agréable. Ou bien on commence à se dire, bon, bah, écoute, faut peut-être qu'on commence à anticiper, à préparer ce monde-là en attendant qu'on trouve une solution. À préparer ce monde-là aussi parce qu'il dit quelque chose de notre façon d'être et de notre mode de vie. Et peut-être
en mettant des services en magasin, plus de services, on va ramener peut-être plus de consommateurs. Ça ne va pas changer du e-commerce, mais on va peut-être ramener les gens, on va les mettre en confiance et on va contribuer à avoir un mode de vie qui est plus sain. Quand tu vas commander que tu as un livreur à vélo qui te livre ton colis, et ben ton bilan carbone, il est de zéro. Tandis que quand tu C'est vas vrai acheter... on a même pas précisé que tu livrais à vélo. Mais Ah, oui, excuse-moi, j'ai pas posé les bonnes questions. Non, mais Donc, quand tu vas acheter sur Amazon, je l'avoue, je le fais, hein, même pour un... tout le monde le fait, mais comme on dit, il faut pas être peut-être 100% Amazon, il faut faire aussi d'autres choses, on va dire. Exactement. Et le fait de pouvoir te dire, bon, bah écoute, mon colis, il va transiter par 150 zones, il va venir par un mec, enfin, tout ça, ok. Mais en le faisant à côté, en ayant le même confort, le même service, peut-être que c'est pas déconnant aussi. Donc techniquement, en fin de compte, moi qui avais un doute par rapport à ton business, enfin, par rapport à la digitalisation, c'est plutôt tout bénéf pour ton bénéfice. Enfin, je dis pas que c'est lié, mais bon, parce que là, tu parles des personnes âgées, donc toutes les personnes âgées, si elles entendent le podcast, ce qui m'étonnerait, mais voilà, certains peut-être, ça peut être une piste, en fin de compte, je dis pas que tu vas pivoter, mais c'est plutôt une piste des gens qui seraient intéressés par ton service et même d'autres personnes. Oui, les personnes âgées, mais oui, et pas que, effectivement. C'est quoi actuellement ta cible ou ta clientèle, on va dire? Aujourd'hui, nous, notre objectif, c'est de permettre aux retailers qu'ils s'adressent, qu'ils vendent du meuble, de l'habillement, de la décoration, de leur permettre en magasin d'avoir des solutions concrètes pour répondre aux besoins du client. Un client a besoin d'être livré, il se fait livrer à vélo, il a besoin de retourner, on va chercher l'article chez le client, on le ramène, le retailer s'il dispose d'une plateforme qui lui permet de traiter la demande de retour du client et de rembourser. Le client veut faire un échange ou bien un essayage à domicile. On développe un ensemble, un éventail de services qu'on met à la disposition du retailer parce que c'est lui notre principal client et c'est lui qui va pouvoir proposer ou offrir ses services à son client. Ouais, donc tu n'as pas de limite. Tout type de client qui va chez un retailer, tu n'as pas de limite. À part que comme tu es à vélo, tu es un peu limité par le poids et par la taille du produit, du service, enfin du produit, ouais. Alors, si tu me files ton congélateur, ça va être un peu chaud. Je suis d'accord. C'est pas déconnant, mais ça va être chaud. on peut imaginer, on peut imaginer que dans le monde, on peut imaginer que dans les solutions à venir, on puisse mettre, et c'est une vraie réflexion qu'on a, hein, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on nous sort souvent. On ne peut pas faire plus gros, est-ce qu'on ne peut pas faire plus loin? Oui, on va le faire, mais on est dans du step by step. On démarre parce qu'on sait bien faire, c'est du vélo. Ça fait longtemps que je travaille avec des livreurs, que je les côtoie, on prend des bières ensemble. Je t'ai dit, je suis d'une fratrie de plein de frères, donc je sais comment ça marche. Et, et donc, c'est plutôt cool. Et, euh, et Ouais, j'essaie de donc tu développer. es plutôt dans une bonne tendance, mais tu es en train, en fin de compte, de créer ton marché. Parce que c'est vrai que les clients vont te dire ce que faire. Parce que même moi, quand tu me parles du frigo, tu vas rigoler, mais tu fais comme pour les Chinois. Enfin, pas les Chinois, tu prends les pousse-pousse. Tu prends le gars qui a son vélo, qui a un truc derrière, une genre de charrette. Bon, un frigo qui est pas trop gros, il peut le faire. Il va avoir un peu galéré à pédaler, mais il peut le faire. Oui, why not? Bien sûr. Bien sûr. Je veux dire, En à plus, partir en du plus, tu moment... es dans la bonne tendance parce que je pensais pendant que tu parlais, je pensais à Marc Simoncini qui a développé un truc autour du vélo. J'ai vu des gens qui ont inventé des masques pour que tout le monde se mette au vélo. Donc voilà, en fin de compte, Oui. tu es dans une tendance où on revient en fin de compte au vélo, à tout ce qui est plutôt local, plutôt sans moteur, on va dire. Donc tu es plutôt Mais dans une cette bonne. crise-là, elle nous ramène à l'essentiel. Elle ne peut que nous ramener à l'essentiel et c'est en ça qu'elle peut avoir un impact positif. C'est-à-dire revenir à ce qui est bon pour nous et qui est bon pour les autres, qui est bon pour la planète. Revenir à On n'a jamais vu à quel point il était important de prendre du soleil que depuis qu'on est confiné. À quel point il était important, à quel point on est heureux d'aller prendre un verre, une bière avec des potes en terrasse. Ça ne nous a jamais autant manqué. Et je ne C'est suis vrai. pas sûre qu'on en avait autant conscience avant. Et nos commerces font partie de ce bien vivre ensemble. Le fait de pouvoir aller dans un commerce, de pouvoir acheter, euh, faire vivre notre modèle, qui est le modèle capital, hein, capitaliste, euh, c'est important. Et se dire, OK, il y a le e-commerce. Aujourd'hui, c'est assez marrant parce que je suis pas mal de podcasts, je te le disais, et Mhm. j'entends tout le monde dire, moi demain, ma boîte, on va tous bosser à distance. On va tous faire de la vidéoconférence avec mes salariés. On va augmenter par 20% notre capacité à faire de la téléconférence, à bosser à distance. Mais le travail à distance, on le voit, c'est des moments où en fait, on n'est pas en relation
avec les autres, hein, le fait de sortir, de voir du monde. Et c'est les moments où finalement on ne somme pas. Donc, est-ce que le Covid doit nous faire peur et nous dire tous, restez chez vous, même après, euh, achetez sur Internet, faites des téléconférences, c'est très bien, mais on doit aussi en sortir en se disant, bah écoute, ouais, ça m'a manqué d'être avec les autres, ça m'a manqué d'aller dans une cabine, ça m'a manqué de faire ça. Et retournons, reconsommons, repartons dans nos magasins, dans nos points de vente, mais avec des solutions nouvelles qui vont, euh, qui vont donner le meilleur du e-commerce en magasin, qui vont faciliter l'expérience client et qui vont faire que pour le consommateur, le magasin ne va pas être un lieu anxiogène, mais il va être un lieu où il peut se sentir libre, malgré la situation actuelle, de consommer. D'accord. Ouais, donc c'est plutôt tout bénef, tout ça. Et en fin de compte, comme donc, ce que tu penses, toi, tu penses que donc le côté donc remote, travailler en remote, donc c'est pas ça va pas durer. Parce que toi, tu es plutôt donc Si, négatif, quoi. Non? si, je pense que ça va être. Mais il ne faut pas que on n'ait que ça. Il ne faut pas en retenir que ça. Il ne faut pas que dans nos discours, on ne retienne que le travail à distance, on ne retienne que... parce que notre modèle de vie, nous sommes des animaux sociaux. Hein, on ne peut pas ne vivre que en télétravaillant. Honnêtement, Bah, moi, je suis à la station surtout, F. Qu'est-ce que surtout, ça manque? mais surtout parce qu'on est au début, parce que tout le monde. Qu'est-ce que ça manque de me retrouver dans cette synergie, dans ce magma de personnes, d'idées, c'est super important. Donc, moi, je dis que ça va être une tendance durable qui va progresser, mais n'oublions pas l'activité du commerce physique, n'oublions pas que nous sommes des animaux sociaux, que nous avons besoin de socialiser et qu'il y a tout un univers, tout un écosystème de services qui sont à nos dispositions pour nous permettre de nous rencontrer et d'échanger. Voilà. Mais non, mais surtout comme on est au début, en fait, comme tout le monde actuellement, ceux qui peuvent et ceux qui veulent louent en fin de compte l'intérêt du télétravail. Mais bon, on est qu'au début, donc ça se peut que dans 6 mois, ils vont tous dégoûter, ils vont dire ah non, j'en ai marre. Comme Ah, tu dis, je il va y sais avoir des pas. humains. Donc bah, après, ça dépend, je pense, des métiers et des niches. Parce que c'est vrai qu'on a besoin. Moi, par exemple, j'ai une activité où je suis consultant BizDev. Bah, et je fais un produit qui vaut 100 000 euros. Ben, 100 000 euros, tu signes pas 100 000 euros en télétravail. Enfin, tu dois à un moment rencontrer les gens, leur serrer la main et leur dire voilà, fais-moi un chèque de 100 000 euros. Ça passe Oui, pas bien comme ça. Donc, sûr, bien il y a des sûr. métiers où il y a une obligation de rencontrer les gens, donc c'est un peu logique. Hum. Non, les deux mondes doivent fonctionner ensemble, hein, mais effectivement, euh, moi j'entends j'entends une vraie tendance à dire ah bah tiens, demain on est tous en télétravail. Je me dis oula, ce monde-là, c'est pas vraiment celui dans lequel j'ai envie de me projeter parce qu'il n'est bon pour personne. On n'a pas Mm. envie d'être des zombies les uns à côté des autres. C'est quand même bon de se retrouver dans un milieu. Moi, je plaide pour le confort, je plaide pour la facilité du commerce, je plaide euh, pour une interaction qui est toujours plus simple. Et c'est en ça qu'on développe, c'est pour ça qu'on développe nos services. C'est pour faire en sorte que quand on sort, quand on est ensemble, on n'ait pas de contraintes. Voilà. Je ne sais pas quel exemple autre je pourrais te prendre, mais au quotidien, je te prends un truc. On parle de plus en plus de do it by yourself. Donc, tu vas dans un magasin, tu prends, je sais pas moi, une tondeuse, tu la loues, euh, tu viens, tu fais tes travaux, tu la retournes et tout. Nous, nos solutions, de façon concrète, on va permettre au gars d'aller dans son magasin, de prendre sa tondeuse, et ben, au lieu de faire son retour et d'attendre pendant 10 minutes le temps de faire le retour, ce qui n'a pas de valeur, hein. Enfin, je sais pas, tu kiffes quand tu vas chercher un truc parce que tu vois tout ce que tu vas faire après. Mais franchement, qu'est-ce que c'est boring de se dire que, bah tiens, quand j'ai fini de faire ma tondeuse, je vais prendre mon paquet, tu sais, pour le retourner. Ça n'a aucune, il n'y a pas beaucoup de plaisir à faire ça. Et ben nous, ce truc-là, on va le changer, on va venir chercher l'article, on va le retourner chez le commerçant, et le client, il n'en aura gardé de son expérience que ce qui est bon. Ouais, il aura aussi gagné ce qui est le plus important, du temps. Donc voilà. Voilà, Il paye un service, il gagne du temps, il peut faire autre chose. exactement, voilà. Mm, tout à fait. Je pense qu'on a plutôt fait le tour. Est-ce que tu as d'autres choses? Est-ce que c'est ma faute, j'ai mal posé les questions par rapport à ton business, que tu voudrais développer par rapport à ton business avant que je te pose les questions que je pose à tous mes entrepreneurs en fin d'épisode? Non, je pourrais te dire que
le Covid, si ça, ce qui se passe en ce moment est plutôt difficile pour beaucoup d'entrepreneurs et on le voit, et pour les gens, parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend demain, on ne sait pas si on va être viré ou pas. Pour certains, je crois qu'il peut être porteur d'espoir et on l'a vu depuis toujours. Les plus belles startups, les plus belles idées sont venues après des moments de crise. Je comprends. Donc, je crois qu'il faut garder espoir. Il faut croire en notre capacité en tant qu'humain, en tant qu'animaux sociaux, d'aller chercher le meilleur dans les idées, le meilleur dans le vivre ensemble, et qu'il y a des choses de sympa qui peuvent en découler. Mais moi, je crois que j'ai fait une vidéo, un article dessus, et pour aller dans ton sens, je crois que Booking, Airbnb et d'autres structures comme ça n'existaient même pas, enfin, sont nées autour de 2008-2007. Donc voilà, pour te dire que voilà, il y a des choses, même si c'est des licornes, c'est un peu à part, mais il y a plein de boîtes qui se créent. Mais moi, j'en crée une nouvelle cette semaine-là. Donc voilà. Ouais, Après, ben voilà. on peut toujours avancer. C'est vrai que Carrément. c'est pas beau à voir, il y a des choses négatives, mais bon, il y a aussi donc des belles choses. Il y a toujours des bébés qui naissent, il y a des choses magnifiques. Donc voilà, il faut arrêter de flipper. Ouais, Et il faut se lancer parce qu'on est entrepreneur. c'est Donc, ça. merci à toi, donc, Namizata. Donc là, j'ai 5 questions que je pose à tous mes entrepreneurs. Et toi, Dis-moi. la première va toujours te paraître bizarre. Quel est le business dont tu rêves à part celui que tu fais actuellement? Est-ce qu'il y a un business que tu rêves mais que tu n'as jamais créé? Ouais, carrément. J'ai très envie de créer des produits, enfin, de faire de l'alimentaire de produits exotiques. J'adore ça. Plutôt des fruits séchés, ou plutôt une gamme de produits cosmétiques à base de mangue. J'avais été à Madagascar il y a quelques années et j'avais été à Ambilobé, tu sais, c'est bout, bout, bout. Et j'avais découvert des gens qui fabriquaient des huiles essentielles qui étaient sublimes, mais c'était fait de façon artisanale. Euh, ça m'a bouleversée, ça m'a passionnée et toutes ces choses-là qu'on peut créer à partir de produits sains, à partir de produits qui proviennent de la nature, ça me parle vachement. C'est très tendance. Pareil, voilà, il faut revenir aussi à la nature en côté alimentaire. Donc, ouais. Tu nous en parleras au prochain épisode hein, pour nous dire est-ce Yeah, que tu l'as créé ou pas. carrément. Quelle est ta meilleure expérience en tant qu'entrepreneur ou investisseur? Euh, En tant qu'entrepreneur, moi je dirais qu'aujourd'hui, ce que je tire de très positif, c'est le soutien que j'ai pu avoir. Nous, on a eu la chance d'être financé par Réseau Entreprendre, par la BPI, d'intégrer Station F, et à chaque fois, et d'avoir avec des banques, enfin, des accords. À chaque fois, ce qui me passionne, ce qui est génial, c'est les rencontres humaines que je fais. C'est des gens qui parfois me donnent beaucoup de leur temps, me donnent c'est énormément de générosité quand même, de gens qui me coachent, qui m'accompagnent. Et, euh, et c'est de belles rencontres humaines quand même. Ouais. Voilà ce que je tiens de positif dans mes expériences. Et puis oui, c'est peut-être un peu de la thune que j'arrive à gagner. Bah, déjà, félicitations, parce que c'est vrai qu'avoir tout ça, donc Réseau Entreprendre, Station F, BPI, c'est pas mal. Et en plus, on en revient à ce que tu disais, voilà, c'est des humains que tu as rencontrés. Tu peux les rencontrer à distance comme on fait actuellement, mais bon, en face à face, c'est toujours mieux. Ouais, carrément. Quel est pour toi le meilleur levier pour devenir entrepreneur? Moi, je crois que c'est une soif de liberté. Enfin, c'est comme ça que je définis le truc, hein. Je pense que euh, entreprendre, on est face à il y a une sorte de foule de gens, d'idées, de perceptions qui nous arrivent de partout. Son besoin, ce qui nous permet, c'est une forme de guidance qu'on a, hein. On a une vision, on y va, on prend ce qu'il y a de bon à côté, on lâche tout ce qui est bullshit, on se concentre sur ce qu'il y a de bon. Et ça, il faut être guidé par une envie de liberté, par une envie d'être autonome, par une envie d'aller dans le sens de ses croyances. Euh, Sinon, on est ballotté par le vent, sinon on perd le cap assez souvent. Voilà. Et donc, enfin, j'aimerais bien juste développer, c'est rare que je développe, mais bon, on parle de liberté, et c'est vrai que moi, je suis plus comme toi, mais c'est vrai on est libre en tant qu'entrepreneur, mais on a quand même beaucoup de contraintes. Parce que ben, on a tous, on a deux. Donc, et si Bah, tu n'as pas une bonne... évidemment,
Mais Quand donc, t'es parent, t'es fondamentalement pas libre. Et rien de plus évident. Pourtant, il y a une forme dans l'éducation que tu peux donner, dans les billes que tu peux transmettre à ton enfant, tu es libre. Mais il y a un contexte global qui fait que je peux pas faire tout et n'importe quoi, tu vois. c'est vrai, j'en ai trois, donc je suis d'accord avec toi. Ouais, donc la Mais c'est liberté. vrai que tu as une contrainte parce que des fois, il t'embête un peu, mais en fin de compte, tu es plutôt heureux. Bah oui, la Voilà. liberté, c'est une notion qui est purement relative. Est-ce que je suis libre en faisant ce que j'aime et en acceptant les contraintes de ce que j'aime? Et bah, dans les contraintes de ce que j'aime, c'est aller chercher des clients, c'est me battre pour les convaincre et parfois quand ils ne sont pas d'accord, quand ils ne partagent pas ma vision, c'est revenir. C'est pas toujours agréable, mais ça fait partie du business. Et quand ils sont contents, ça va dans le sens de ma liberté. Donc ça me rassure, ça me met en joie, ça me donne envie d'aller plus loin et toujours plus vite. Donc, la notion de liberté, elle est totalement relative, hein. C'est vrai. Surtout que si on la met enfin, comment dirais-je, en opposé ou en relation avec une personne qui fait du 9-5 heures. Celle qui aime ce qu'elle fait, c'est bien. Celle qui n'aime pas, voilà. Elle aimerait bien avoir la liberté qu'on a. Mais bon, c'est une Exactement. parenthèse, sinon on va parler pendant des heures. Ouais. Quel est le livre que tu conseillerais à tous entrepreneurs et pourquoi? Oula, c'est compliqué. C'est Ou, compliqué de ou répondre l'un- à cette question parce que mes lectures ont énormément évolué. Aujourd'hui, mes lectures sont purement spirituelles. Elles sont... Bah, je prends, vas-y, hein, moi aussi, je suis très spirituel, donc oui, je prends. Ah, je sais pas, attends, faudrait que je fasse mon... Oula, ça c'est vraiment des questions qui me 15 heures à Sinon, réfléchir. donne-nous un podcast, donne-nous un truc pour motiver les gens et dire, voilà, j'aimerais bien penser comme Namisata, donc qu'est-ce qu'elle lit, qu'est-ce qu'elle écoute comme podcast, qu'elle fait, voilà. Ah, purée, c'est compliqué. Tu sais ce que je fais pendant que je suis en confinée, là? Je me suis mise à l'astrologie. Euh, Ah, j'adore ça. Et donc, en ce moment, je fais que ça. Je suis incapable de parler d'un livre parce que toute mon énergie est mobilisée là-dessus. Du coup, je suis désolée, je pourrais te les donner après en prenant le alors temps une de la question réflexion qui pour n'a rien à donner voir, parce quelque que chose qui parle avec mon cœur. Mais là, comme ça, non, j'ai rien qui me vient. Désolée. l'astrologie, donc juste une question avant ça, est-ce que tu es croyante? Ah, ça dépend si ma mère écoute le podcast ou pas. Ah, d'accord, bon, ben, je vais pas t'embêter, parce que c'est juste par rapport à l'astrologie, parce que souvent les gens aiment l'astrologie, mais ils sont croyants, donc logiquement, ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas être croyant et croire en l'astrologie. C'est deux touches qui sont pas corrélées. C'est-à-dire, dans la Bible, c'est bien indiqué que tu peux pas, enfin, dans la Bible ou dans les écrits, tu peux pas être dans l'astrologie. C'est pas possible. Mais bon, Alors, parenthèse, là, je vais perdre les gens, excusez-moi. On va revenir sur la dernière question. ouais, ouais, Donc, on en reparlera en off ou plus ouais, tard si un tu jour. veux. Quelle est la compétence que tu rêves d'avoir? Euh, hmm. Je réfléchis. Moi, j'avais comme ça, en te répondant du tac au tac, j'ai une ouverture de cœur plus grande, c'est-à-dire être capable d'accepter l'autre euh, dans, 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 dans tout ce qu'il est. Sinon, en te parlant business, je te dirais euh, être meilleur en négociation, tu vois. Ah Euh, ouais. ouais, je te dirais. Avec tout ce que tu as levé comme fond, par où tu es passé, tu n'es pas bonne négociatrice. Ça, c'est le lien avec la confiance en soi. C'est un autre sujet. Ah, d'accord. Je vois, d'accord. Donc, tu aimerais indirectement avoir plus confiance en toi. Ouais. D'accord, ok. Bon, ah, t'as pas osé le dire, donc tu as fait un détour. D'accord, je vois. Benamizata, grand merci. Merci à toi. Je te dis à bientôt. À bientôt. Salut. Ciao. Merci à Benamizata donc, pour toutes ces bonnes informations. Donc, j'espère que tu as apprécié donc, son parcours. Donc, si tu es donc, une femme entrepreneur qui est donc, aussi, donc, quelle que soit ton origine, hein, j'allais dire que tu sois noire ou africaine ou entière, c'est pareil. Voilà, sois entrepreneur, j'espère que ça t'a inspiré, homme ou femme. N'hésite pas donc à commenter et partager. Si tu veux donc, si tu es commerçant et tu veux donc utiliser ces services, donc tu vas sur my-6dandy.fr. Donc je te mettrai aussi donc les liens pour la rejoindre sur les réseaux sociaux si tu veux donc être en contact avec elle, communiquer avec elle et donc voir faire du business avec elle. Moi je te redonne donc les informations donc, par rapport au podcast. Donc on publie donc toujours donc, maintenant deux fois par semaine avec des entrepreneurs. Comme tu as pu le voir, on n'est plus que sur l'entrepreneuriat en ligne, hein. On parle donc de commerce en général, de développement personnel, de méditation, enfin voilà. C'est assez large, c'est pour ça que j'avais nommé le podcast l'entrepreneur lifestyle et je l'ai toujours nommé. J'ai pensé à un moment à le changer, je ne l'ai pas changé, je le laisse comme ça. Voilà. Dès que tu veux parler donc d'entrepreneuriat en général, d'investissement, de lifestyle, tu viens sur l'épisode, donc ce sera donc le mercredi et le dimanche, ça va pas changer.
Donc n'hésite pas à commenter, à partager, et puis moi je te dis au prochain épisode. Ciao, ciao.